Ma sœur a planifié un voyage à la plage le même jour que mon mariage. Au dîner, déplace ton mariage à un autre jour, a ordonné ma sœur. Ma mère a hoché la tête et a ajouté, ta sœur a déjà tout réservé. Tout le monde a agi comme si mon mariage n'avait aucune importance. Je n'ai pas discuté. Je les ai simplement laissés partir. Des mois plus tard, ils m'ont supplié de venir à son mariage. Déplace ton mariage à un autre jour, a ordonné ma sœur aînée en plein milieu du dîner. Ma mère a immédiatement hoché la tête et a ajouté, ta sœur a déjà tout réservé. Tout le monde à table a agi comme si mon mariage n'avait absolument aucune importance. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. Je les ai simplement laissés partir. Des mois plus tard, ils m'ont supplié de venir à son mariage. Et j'ai simplement dit, pas cette fois. Je suis Kira, j'ai 29 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été à la deuxième place dans ma propre famille. Je me suis récemment fiancé à l'amour de ma vie après 4 années incroyables passées ensemble. Nous étions ravis. Nous avons économisé pendant des mois et avons finalement réservé un lieu magnifique en plein cœur de Denver, au Colorado. L'acompte non remboursable était énorme, $20 000, mais c'était le jour de nos rêves. Nous avons choisi une date qui avait une signification profonde pour nous, ignorant totalement que ma famille était sur le point de transformer le moment le plus heureux de ma vie en un cauchemar chaotique. Quand j'ai annoncé la date officielle, au lieu de félicitations, j'ai été accueilli par des soupirs agacés et des yeux levés au ciel. Ma sœur aînée avait discrètement planifié des vacances de luxe à Cancun pour ce même week-end exactement. Selon ma mère, l'univers entier devait se déplacer pour s'adapter à elle. Ils ne m'ont pas seulement demandé de changer la date de mon mariage. Ils l'ont exigé. Ils ont traité mon grand jour comme une corvée gênante qu'ils pouvaient simplement reprogrammer à leur guise. Quelques semaines après avoir réservé le lieu, nous avons assisté au traditionnel dîner du dimanche chez mes parents. La soirée a commencé normalement. Mon fiancé, Elliot, 29 ans, était assis à côté de moi et parlait de son récent projet de logiciel pendant que nous faisions passer les plats. L'atmosphère semblait tout à fait banale jusqu'à ce que ma sœur aînée, Elena, 33 ans, tape négligemment sur son verre de vin avec une fourchette. Elle a annoncé qu'elle et son nouveau petit ami venaient de finaliser leur prochaine escapade romantique. Avec un sourire éclatant et inconscient, elle a détaillé leur projet de séjourner dans un complexe balnéaire de luxe à Cancun. Elle rayonnait littéralement en décrivant les piscines à débordement, les boissons à volonté et les excursions privées qu'ils avaient réservées. Elliot a poliment demandé à quelle date il prenait l'avion, en buvant une gorgée d'eau. Elena m'a regardé droit dans les yeux et a indiqué le week-end exact de notre mariage. Le silence s'est abattu sur la salle à manger. Je l'ai dévisagé, attendant la chute de la blague, supposant qu'elle avait simplement confondu son calendrier. Ce n'était pas une blague. Elle connaissait parfaitement notre date. Nous avions envoyé par la poste les invitations officielles pour réserver la date plus d'un mois auparavant, et la sienne était littéralement épinglée sur le réfrigérateur juste derrière sa tête. Avant même que je ne puisse assimiler cette audace, ma mère, Teresa, 60 ans, est intervenue. Elle n'avait l'air ni surprise ni embarrassée par le conflit. Au lieu de cela, elle a tourné son attention vers moi et a soupiré lourdement. « Eh bien, tu devras simplement déplacer ton mariage à un autre jour, a-t-elle ordonné, en coupant son rôti de bœuf comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. J'ai cligné des yeux, pensant sincèrement que la pièce me faisait une farce. Je leur ai soigneusement rappelé que les invitations étaient déjà imprimées. Plus important encore, le lieu de nos rêves exigeait un énorme acompte de $20 000 pour garantir la date. C'était strictement non remboursable. Changer le programme signifiait perdre toutes les économies de notre vie d'un seul coup. Ma mère a fait un geste de la main en l'air avec dédain. Ta sœur a déjà tout réservé, Kira. Ses vols sont également non remboursables. De plus, elle a été incroyablement stressée à son agence immobilière ces derniers temps et a vraiment besoin de ses vacances. Tu peux facilement trouver un autre week-end. Désespéré de trouver un allié, j'ai regardé mon père, Ralph, 62 ans, de l'autre côté de la table. J'espérais qu'il injecterait un peu de bon sens dans la conversation et défendrait l'énorme engagement financier que nous avions pris. Il a délibérément évité mon regard. Soudainement fasciné par sa purée de pommes de terre, il a continué à mâcher en silence. Il était parfaitement content de rester en retrait et de me laisser me faire écraser juste pour maintenir la paix avec sa femme. Puis le coup de grâce est venu de mon jeune frère Dean, 25 ans.
Il s'est adossé à sa chaise, sans même prendre la peine de lever les yeux de l'écran de son téléphone. Honnêtement, ce week-end ne m'arrange pas non plus, a-t-il marmonné. Les phases finales de baseball ont lieu, et j'ai promis au gars que j'organiserai une grande soirée pour regarder les matchs. Il est probablement préférable que tu repousses tout le mariage d'un mois ou deux. La fin de l'automne est moins chère de toute façon. Je suis resté là, complètement figé. Ma propre famille traitait mon mariage comme un désagrément mineur. C'était un simple déjeuner qui pouvait facilement être reprogrammé parce qu'ils avaient de meilleures choses à faire. Un voyage à la plage et un match de sport prenaient le pas sur l'un des jours les plus importants de ma vie. Elliot m'a serré fort la main sous la table. Il était visiblement furieux, la mâchoire serrée, mais il a gardé une voix remarquablement calme. Il a regardé directement ma mère et a déclaré fermement que nous ne déplacions rien. La date était fixée, les prestataires étaient payés et le plan était finalisé. Elena a levé les yeux au ciel et s'est moquée bruyamment de son ton. Elle m'a immédiatement accusé d'être dramatique et égoïste. Selon sa logique tordue, j'essayais délibérément de gâcher ses vacances durement gagnées en refusant d'être flexible. Elle a affirmé haut et fort que la famille devait toujours s'adapter les uns aux autres, ignorant totalement l'hypocrisie flagrante de ses propres mots. L'air dans la pièce est devenu lourd et étouffant. Il n'y avait absolument aucun sens à se disputer avec des personnes qui, fondamentalement, ne me respectaient pas ni mes limites. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré ni fait de crise de colère. Je me suis simplement levé de table, j'ai attrapé mon manteau sur le dossier de la chaise et j'ai marché vers le couloir d'entrée. Elliot m'a suivi juste derrière moi sans aucune hésitation. Ma mère m'a interpellé depuis la salle à manger, exigeant que nous nous rasseyions et discutions du conflit de calendrier comme des adultes, mais j'ai continué à marcher. La lourde porte d'entrée en bois s'est refermée derrière nous, coupant définitivement le son de leurs plaintes incessantes. Dès que la voiture d'Elliot a quitté l'allée, mon téléphone portable a commencé à vibrer sans fin dans le porte-gobelet. Teresa a envoyé une rafale de messages implacables avant même que nous n'atteignions l'autoroute. Elle n'a pas demandé si j'allais bien et ne s'est pas excusée pour l'embuscade. Au lieu de cela, elle a immédiatement joué la carte de la victime. Elle a tapé de longs paragraphes expliquant comment je déchirais la famille pour un simple conflit de calendrier. Elle m'a accusé d'être complètement inflexible, affirmant que je manquais d'empathie basique pour la carrière stressante de ma sœur aînée. Selon elle, déplacer un événement massif était un minuscule sacrifice par rapport au lien de la fraternité. Je fixais l'écran lumineux, mes mains tremblant légèrement de pure frustration. Je n'ai pas tapé une seule lettre en retour. Au moment où nous sommes rentrés à notre appartement, la manipulation numérique s'était intensifiée. Elena n'a perdu aucun temps pour rendre ses griefs publics. J'ai ouvert Facebook et j'ai vu une nouvelle mise à jour de statut hautement dramatique publiée il y a quelques instants. Elle ne m'a pas identifié ni mentionné mon nom, mais la cible était d'une évidence aveuglante. Elle a écrit un long paragraphe émotionnel expliquant comment certaines personnes sont trop égocentriques pour célébrer le bonheur des autres. Elle s'est plainte de la gestion des relations difficiles et du fait que la vraie famille devrait toujours faire des compromis. Des dizaines de ses amis et quelques parents éloignés envahissaient déjà la section des commentaires, la comblant d'émoticônes compatissantes et validant sa lutte fabriquée. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé, complètement épuisé. Elliot a passé ses bras autour de mes épaules, m'assurant doucement que nous n'étions pas fous de camper sur nos positions. Nous avions passé plus d'un an à planifier ce week-end exact. Nous avions signé des contrats contraignants et transféré $20 000 pour sécuriser le magnifique lieu du centre-ville. Annuler maintenant signifiait repartir de zéro, perdre nos économies et récompenser leur profond égoïsme. J'ai finalement répondu à la discussion de groupe de la famille par une déclaration définitive. Je les ai informés que la date était verrouillée, que les invitations étaient définitives et qu'ils étaient les bienvenus pour y assister s'ils choisissaient de donner la priorité à mon mariage plutôt qu'à un voyage à la plage. Après avoir appuyé sur envoyer, j'ai mis la conversation en sourdine. Le lendemain matin, les parents d'Elliot sont venus pour un brunch prévu. Son père, Arthur, 62 ans, a immédiatement remarqué mon expression épuisée. Elliot a soigneusement expliqué le dîner désastreux de la veille, détaillant l'ultimatum que ma mère avait posé et les plans de vacances soudains d'Elena. Arthur a posé sa tasse de café sur la table avec un bruit sourd, le visage rouge d'une colère sincère. Contrairement à mon propre père, Arthur ne croyait pas qu'il fallait maintenir une paix misérable au détriment de ses enfants. Il m'a regardé directement et a déclaré fermement que le comportement de ma famille était totalement inacceptable. Sa mère, Patricia,
60 ans, m'a serré fort dans ses bras, promettant de m'aider à gérer tous les détails restants des prestataires pour alléger mon fardeau. Arthur a déclaré que son côté de la famille se mobiliserait pour couvrir tout manque de soutien logistique. Il m'a assuré que la journée serait parfaite, peu importe qui déciderait de se présenter de mon côté. Leur validation inébranlable m'a presque fait pleurer. Au cours des semaines suivantes, les conséquences de l'établissement de mes limites se sont répercutées sur mes proches. La famille s'est rapidement fracturée en deux camps distincts. Ma tante préférée, Clara, 58 ans, m'a appelé directement. Elle était totalement dégoûtée par la campagne de dénigrement en cours et a promis qu'elle serait assise au premier rang, peu importe ce que disait Teresa. Cependant, la majorité des membres de la famille a cru au récit que ma mère tissait activement. Elle a passé des heures au téléphone à me dépeindre comme une mariée têtue et intransigeante qui excluait intentionnellement sa propre sœur. Les réponses formelles ont commencé à arriver dans notre boîte aux lettres. Dean a renvoyé sa carte avec une case non cochée de manière expéditive et sans excuse. Il a ajouté une petite note me rappelant sa soirée pour regarder du sport. Elena a évidemment décliné sans un mot. Mes parents ont délibérément retenu leur réponse, laissant leur présence planer au-dessus de ma tête comme une ultime monnaie d'échange. Au lieu de renvoyer la carte, Teresa m'envoyait occasionnellement des articles passifs agressifs sur le pardon et l'unité familiale, espérant briser ma détermination. Ils s'attendaient pleinement à ce que je craque sous la pression croissante et que je les supplie de venir. J'ai choisi de me concentrer entièrement sur les personnes qui voulaient réellement célébrer avec nous, classant les espaces de réponse vides dans un coin de mon esprit. L'air vif de l'automne remplissait la suite nuptiale le matin de notre mariage. Le soleil se reflétait brillamment sur les immeubles de grande hauteur du centre-ville de Denver, projetant une lueur chaleureuse sur toute la pièce. Patricia et mes demoiselles d'honneur s'affairaient autour de moi, ajustant mon voile et servant des verres de jus d'orange frais. L'atmosphère était incroyablement joyeuse. Pourtant, une prise de conscience silencieuse bourdonnait au fond de mon esprit. Ma mère et ma sœur se prélassaient sur une plage de luxe au Mexique, ignorant délibérément l'étape la plus importante de ma vie. Mon frère préparait probablement son appartement pour une soirée de visionnage de baseball, totalement indifférent à son absence. Je me suis regardé dans le grand miroir, prenant une grande inspiration pour calmer mes nerfs. Patricia s'est approchée derrière moi, posant doucement une main sur mon épaule et me disant à quel point j'étais belle. Sa chaleur sincère a facilement maîtrisé la douleur persistante du boycott délibéré de ma famille biologique. Nous sommes arrivés sur place peu avant midi. La salle de bal historique était à couper le souffle, décorée avec les arrangements floraux exacts qu'Elliot et moi avions choisis. Le quatuor à cordes jouait une douce mélodie pendant que les invités prenaient place. J'ai jeté un coup d'œil à travers les rideaux de velours séparant le hall de la salle principale. Le côté du marié était bondé de parents rieurs. Le côté de la mariée, cependant, dressait un tableau flagrant de ma réalité. Une rangée entière de sièges réservés au premier rang restait totalement vacante. Mes parents n'avaient jamais officiellement renvoyé leur carte de réponse, mais leur chaise vide parlait plus fort que n'importe quel refus formel ne pourrait jamais le faire. Ils avaient en fait mis à exécution leurs menaces silencieuses, restant à la maison par pure obstination pour me punir de ne pas m'être plié à leurs exigences ridicules. Arthur s'est approché de moi dans son costume sur mesure, m'offrant un sourire réconfortant. Il m'a tendu le bras sans un seul mot de pitié. J'ai passé mon bras dans le sien, ressentant une immense gratitude pour la figure paternelle qui avait réellement choisi d'être présente. Les lourdes portes en bois se sont ouvertes et la musique a retenti. Alors que nous marchions dans l'allée ensemble, mes yeux ont balayé la foule et se sont posés sur la sœur aînée de mon père, Clara. Elle était assise fièrement au deuxième rang, essuyant une petite larme sur sa joue. Elle avait ignoré les commérages incessants de la famille et avait réservé un vol pour le Colorado juste pour me soutenir. La voir là, aux côtés d'Elliot qui m'attendait à l'hôtel, a effacé tout doute restant dans mon cœur. Nous avons échangé les vœux que nous avions écrits nous-mêmes, complètement entourés de personnes qui avaient activement choisi de célébrer notre union. La réception a commencé immédiatement après la grande sortie. Le personnel de restauration a servi un incroyable dîner de 4 plats et la piste de danse est restée complètement pleine pendant des heures. Arthur a porté un toast sincère qui a poussé toute la salle à lever son verre sous des applaudissements tonitruants. Elliot et moi nous sommes à peine quittés, profitant de la perfection absolue de la soirée. Nous avons ri avec nos amis d'université, pris des photos sans fin près du mur de fleurs, et presque oublié le nuage sombre qui planait sur mon nom de jeune fille. Juste après la découpe du gâteau,
la coordinatrice du lieu s'est approchée de notre table d'honneur en tenant une épaisse enveloppe blanche. Elle a mentionné qu'elle avait été déposée dans la boîte à cartes de vœux par un coursier plus tôt dans l'après-midi. J'ai reconnu l'écriture élégante de Teresa immédiatement. Elliot m'a regardé attentivement alors que je glissais mon ongle sous le seau et sortais une carte de vœux standard. Un chèque personnel a volté sur la nappe. J'ai ignoré l'argent, le laissant à plat sur la table et j'ai lu le court message écrit de manière acerbe à l'intérieur. Teresa avait écrit une seule ligne passive-agressive déclarant qu'elle espérait que j'apprendrais un jour la véritable valeur de la famille avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y avait aucune excuse, aucune félicitation et absolument aucune chaleur. J'ai fixé l'encre bleue foncé pendant quelques secondes, ressentant une brève vague de profonde tristesse pour la mère que je n'avais jamais vraiment eue. Ensuite, j'ai plié l'épaisse carte en deux et je l'ai glissée dans ma pochette perlée. J'ai tendu le chèque à Elliot qui a secoué la tête dans une incrédulité absolue. Il m'a demandé si j'avais besoin de sortir pour encaisser le choc. J'ai regardé la piste de danse bondée, observant Patricia et Clara rire ensemble près du photomaton. J'ai souri sincèrement, attrapant sa main et le tirant de sa chaise. Je lui ai dit que la musique était trop bonne pour être gaspillée avec des gens misérables, et nous avons passé le reste de la nuit à danser jusqu'à ce que la salle allume les lumières vives. Le son rythmé des vagues de l'océan s'écrasant contre le rivage costaricien nous a réveillés lors de notre premier matin officiel en tant que couple marié. La lumière du soleil filtrait à travers le fin auvent de notre suite de complexes hôteliers, faisant instantanément fondre le stress résiduel des derniers mois. Elliot s'est retourné, souriant paresseusement avant de suggérer de commander le service d'étage sur le balcon. Nous avions conclu un pacte strict et non négociable au moment où notre avion a décollé de Denver. 0 écran, 0 réseau social, et absolument aucun contact avec quiconque resté aux États-Unis. Nous avons enfermé nos smartphones en toute sécurité dans le petit coffre-fort électronique du placard. Pendant 2 semaines merveilleuses, nous avons vécu entièrement dans le moment présent. Nous avons fait des randonnées dans des forêts tropicales luxuriantes, fait de la tyrolienne à travers des canopées à couper le souffle, et bu de l'eau de noix de coco fraîche sur des plages de sable blanc isolées. Il n'y avait pas de messages manipulateurs, pas de statut Facebook passif-agressif, et pas de voyage de culpabilité imminent. C'était le sommet absolu de la tranquillité. Notre bulle paradisiaque isolée a officiellement éclaté au moment où nous nous sommes installés dans nos sièges pour le long vol de retour. En attendant que les portes de l'avion se ferment, Elliot a fouillé dans son bagage à main et a sorti nos appareils. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, retenant mon souffle alors que le logo de la marque familière clignotait sur l'écran. Presque instantanément, mon téléphone a physiquement chauffé dans ma paume. Il a vibré de manière continue pendant 3 minutes, téléchargeant une avalanche d'appels manqués, de messages vocaux et de messages textuels. L'écran de verrouillage était une mosaïque chaotique de notifications, provenant principalement de la discussion de groupe de la famille élargie. J'ai jeté un coup d'œil à Elliot, qui archivait actuellement une montagne de courriers électroniques professionnels non lus avant que je ne touche finalement l'icône de messagerie verte. Je me suis préparé à la tempête inévitable, sachant que ma mère n'aurait pas laissé mon départ silencieux impuni. Faire défiler l'énorme arriéré de texte donnait l'impression de pénétrer directement dans une zone de guerre numérique. Teresa avait apparemment subi une crise complète 3 jours après le début de notre lune de miel. Un cousin éloigné avait mis en ligne un magnifique album de nos photos de mariage, diffusant efficacement la joie et la participation massive aux personnes qui avaient choisi de le boycotter. Une photo candide en particulier montrait Clara riant brillamment tout en me serrant dans ses bras sur la piste de danse. Cette seule image a agi comme une allumette allumée dans une poudrière. Teresa a déclenché un torrent de paragraphes furieux, identifiant explicitement Clara dans la discussion. Elle a accusé sa belle-sœur de trahison flagrante, affirmant que Clara l'avait poignardée dans le dos en soutenant une fille irrespectueuse. Selon ma mère, quiconque assistait à la cérémonie approuvait activement la destruction de notre cellule familiale. Elena, de manière tout à fait prévisible, a sauté dans la mêlée numérique juste à ses côtés. Bien qu'elle soit en pleine escapade de luxe au Mexique, ma sœur aînée a trouvé le temps de taper de longs messages égocentriques. Elle s'est lamentée de manière dramatique sur la douleur de voir des parents sourire sur des photos alors qu'elle était prétendument repoussée. Elle a commodément omis le fait que c'était elle qui avait réservé un voyage conflictuel et refusé de le changer. L'illusion pure requise pour jouer la victime depuis une cabane tropicale était stupéfiante. Clara, tout à son honneur, n'a pas reculé. Elle a envoyé une seule réponse digne déclarant qu'elle était incroyablement fière de moi et qu'elle n'avait aucun regret d'avoir célébré sa nièce. Après cette intervention percutante,
Clara a rapidement quitté la conversation de groupe, laissant Teresa crier dans le vide virtuel. Parmi le barrage écrasant de notifications de groupe, un message direct séparé de Dean reposait tranquillement dans ma boîte de réception. Il avait été envoyé tard un mardi soir, longtemps après la fin de sa soirée de visionnage de sport. J'ai ouvert le fil de discussion, m'attendant à une autre remarque sarcastique ou à une défense du comportement déséquilibré de notre mère. Au lieu de cela, il a offert une demi-excuse remarquablement pathétique et peu convaincante. Il a tapé que les photos du mariage étaient belles et a admis que les choses avaient pris des proportions démesurées. Cependant, fidèle à lui-même, il a immédiatement fait suivre cela d'une faible excuse. Il a prétendu qu'il était seulement resté à la maison parce que Teresa était extrêmement stressée et qu'il ne voulait pas aggraver la tension familiale en prenant mon parti. Il voulait le minimum absolu de reconnaissance pour s'être senti légèrement coupable sans prendre aucune véritable responsabilité pour m'avoir abandonné à l'hôtel. J'ai fixé sa rationalisation pathétique pendant que l'hôtesse de l'air annonçait les préparations pour le décollage. Je ne ressentais aucune rage persistante ni tristesse. Je me sentais juste profondément épuisé par leur constante gymnastique émotionnelle. J'ai fermé le message de Dean sans taper une seule lettre en réponse. Ensuite, je suis retourné sur la discussion de groupe familial toxique, j'ai appuyé sur l'icône des paramètres et j'ai appuyé sur le bouton quitter. Retourner à Denver et reprendre nos routines de travail normales donnait l'impression de sortir d'un bain chaud pour entrer dans l'air glacial de l'hiver. Le deuxième jour de mon retour à l'agence de design graphique, mon téléphone portable a vibré avec un message inattendu provenant d'un numéro que je n'avais pas encore bloqué. C'était mon père, Ralph, qui me demandait si j'étais prête à le rencontrer pour prendre un café rapide après mon service. Il a explicitement demandé que je vienne seul. Contre mon meilleur jugement, une infime lueur d'espoir persistant m'a convaincu d'accepter. J'ai conduit jusqu'à un café calme et faiblement éclairé de l'autre côté de la ville, me demandant sincèrement s'il était enfin prêt à prendre ses responsabilités et à agir comme un vrai parent. Je l'ai aperçu assis seul dans un coin, fixant d'un regard vide une tasse en céramique. Il avait l'air visiblement épuisé, les lourdes poches sous ses yeux faisant allusion à l'environnement chaotique auquel il était sans doute confronté à la maison. Je me suis glissé sur le siège en bois en face de lui, posant mon manteau sur la chaise et attendant qu'il parle. Pendant un long moment, il a simplement remué son café noir dans un silence complet. Il a finalement levé les yeux et a présenté des excuses discrètes et incroyablement hésitantes. Il a admis que la situation entière avait complètement échappé à tout contrôle. À voix basse, comme s'il était terrifié que Teresa puisse magiquement l'entendre, il a avoué qu'il était fortement en désaccord avec la façon dont elle et Elena avaient géré mon mariage. Il a doucement reconnu que leur boycott était cruel et motivé par pur égoïsme. Entendre ces mots aurait dû m'apporter un sentiment de soulagement, mais ils n'ont fait qu'allumer une frustration profonde et bouillonnante dans ma poitrine. Je suis resté là à écouter l'homme qui avait mâché silencieusement son dîner pendant que ma mère exigeait agressivement que j'annule le mariage de mes rêves. Il était resté les bras croisés et avait regardé son enfant chéri faire une énorme crise de colère au sujet de vacances de luxe sans offrir un seul mot de protestation. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai émis une demande très simple. Je lui ai dit que s'il croyait vraiment qu'elles avaient tort et qu'il regrettait sincèrement de m'avoir abandonné le jour de mon mariage, il devait le dire publiquement. Il devait rentrer chez lui, regarder sa femme dans les yeux et défendre fermement mes limites. Il devait publier son soutien inébranlable dans la discussion de groupe de la famille et corriger les mensonges vicieux que Teresa diffusait activement à nos parents éloignés. Ralph a immédiatement reculé, retirant ses mains de la table comme si je venais de le brûler. Il a agressivement secoué la tête, balbutiant une série d'excuses pathétiques. Il a affirmé que les confronter ne ferait que rendre la tension au sein du foyer complètement insupportable pour lui. Il m'a supplié d'accepter simplement ses excuses privées et de laisser le drame public s'estomper naturellement. Selon sa logique de survie tordue, maintenir la paix avec les personnes les plus bruyantes de la pièce était largement plus important que de protéger sa propre fille de la manipulation. Il voulait désespérément jouer le rôle du médiateur neutre et impuissant sans prendre aucun risque tangible. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Sa lâcheté n'était pas seulement un trait de personnalité frustrant. C'était le mécanisme exact qui permettait à Teresa et Elena de piétiner notre famille sans aucune conséquence. En choisissant continuellement un silence confortable, ils validaient activement leur comportement toxique. Je n'ai pas élevé la voix ni fait de scandale dans le café tranquille. J'ai simplement fouillé dans mon portefeuille, j'ai sorti un billet de 5 $, et je l'ai posé proprement sur la table pour payer ma boisson intacte.
Je lui ai dit qu'une excuse secrète ne signifiait absolument rien quand son silence public en disait long. Je me suis levé de la banquette sans attendre sa contre-argumentation inévitable. Il a appelé mon nom doucement, mais je ne me suis pas retourné. Je suis sorti dans l'air vif de l'après-midi, j'ai sorti mes clés de ma poche et j'ai déverrouillé ma voiture. Avant même de démarrer le moteur, j'ai ouvert ma liste de contacts, j'ai trouvé son nom et j'ai appuyé définitivement sur bloquer. Ce fut le moment exact où le dernier fil qui me reliait à ma famille biologique s'est officiellement rompu. Plus de 8 mois se sont écoulés dans une tranquillité absolue. Notre appartement semblait incroyablement léger sans la menace constante de drames familiaux déséquilibrés planant au-dessus de nos têtes. Puis le courrier de l'après-midi est arrivé par un mardi calme au hasard, coincé solidement entre une facture de service public et un prospectus de supermarché se trouvait une épaisse enveloppe crème doublée de lourdes dorures. Mon nom et celui d'Elliot étaient imprimés sur le devant dans une police cursive élaborée. J'ai glissé mon pouce sous le seau de cire et j'ai sorti une invitation de mariage très formelle. Elena se mariait officiellement avec le même petit ami qu'elle avait priorisé par rapport au jour de mon propre mariage. Le papier cartonné épais indiquait comme lieu un club de campagne somptueux et une date fermement fixée au début du mois de décembre. Il n'y avait absolument aucun mot manuscrit glissé à l'intérieur de l'enveloppe. Il n'y avait aucune excuse persistante pour avoir boycotté intentionnellement ma cérémonie ni la moindre petite reconnaissance de la faille émotionnelle massive qui nous séparait. Elle avait simplement posté un article de papeterie standard, s'attendant à ce que je laisse tout tomber et que j'assiste à son événement majeur. Le niveau pur de délire profond requis pour envoyer ce morceau de papier sans une once de honte était sincèrement stupéfiant. Le silence confortable que j'avais soigneusement cultivé a été rapidement rompu quelques jours plus tard. Comme j'avais bloqué définitivement leurs numéros de téléphone principaux sur toutes les plateformes, ma mère a eu recours à des méthodes de communication hautement alternatives. Mon écran s'est illuminé avec un long message provenant d'un indicatif régional totalement inconnu. Teresa était apparemment sortie et avait acheté un téléphone jetable prépayé spécifiquement pour contourner mes limites strictes. Son message ignorait complètement l'année passée d'éloignement glacial. Elle a joyeusement annoncé les prochaines noces d'Elena et a fortement sous-entendu que ma présence physique était absolument obligatoire pour maintenir une image publique appropriée. Elle a tapé d'énormes paragraphes me faisant la leçon sur l'importance du pardon inconditionnel et la nécessité de présenter un front uni pour nos proches. Elle savait parfaitement qu'essayer d'expliquer mon absence flagrante à une salle bondée d'invités moralisateurs serait incroyablement embarrassant pour sa réputation immaculée. Dean est intervenu peu de temps après via un message direct sur un site de réseau professionnel. Il a suggéré avec désinvolture que je devrais simplement être la plus grande personne et ravaler ma fierté pour rendre le week-end entier plus facile pour toutes les autres personnes impliquées. Aucun d'entre eux ne voulait vraiment que je sois là par amour sincère ou par réconciliation. Ils avaient juste désespérément besoin d'un accessoire silencieux pour remplir un siège vide désigné à la table numéro 5. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine plus tard dans la soirée pendant qu'Elliot faisait glisser l'épaisse invitation sur le plan de travail en granit. Il l'a ramassée, a lu la date prévue et a laissé échapper un rire sec d'incrédulité. Il m'a demandé si j'avais la moindre intention secrète d'y aller réellement juste pour les affronter en personne. J'ai immédiatement secoué la tête. M'engager dans leur drame fabriqué était exactement ce qu'ils attendaient désespérément de moi. Cela ne ferait que nourrir leur récit tordu selon lequel j'étais une petite sœur amère et jalouse s'accrochant à une petite rancune. Au lieu de discuter, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché un site de réservation de voyages de luxe. J'ai calculé le montant exact que nous aurions inévitablement dépensé pour un cadeau de mariage formel, de nouvelles tenues de soirée et des frais de voyage pour leur événement au club de campagne. Cela s'élevait à bien plus de $2000. Sans une seule seconde d'hésitation, j'ai dirigé ces fonds exacts directement vers la réservation d'un chalet de luxe privé dans les montagnes enneigées d'Aspen. Nous avons réservé un forfait hivernal de qualité supérieure qui comprenait un bain à remous extérieur, des laissez-passer de ski privé et un excellent service d'étage. Nous avons fermement verrouillé notre réservation pour le même week-end que le mariage très attendu d'Elena. Je n'ai même pas pris la peine de cocher la case de refus sur la carte de réponse formelle ni de la renvoyer. J'ai simplement jeté l'enveloppe dorée directement dans la poubelle de recyclage de la cuisine et j'ai continué ma journée. Quelques semaines plus tard, je parlais au téléphone avec Clara et j'ai mentionné avec désinvolture notre prochaine escapade hivernale à la montagne. Je savais que les dates spécifiques et le lieu finiraient par filtrer vers le reste de la famille biologique par l'inévitable bouche à oreille habituelle. La réaction qui a suivi a été incroyablement rapide et totalement déséquilibrée. 2 jours avant que nous ne devions conduire jusqu'à la station de ski de luxe,
un long courrier électronique a contourné avec succès mon filtre anti-spam. C'était une diatribe colérique, mal capitalisée, envoyée directement par Elena. Elle m'a accusé furieusement d'avoir délibérément réservé des vacances somptueuses le jour de sa fête juste pour la contrarier et voler la vedette. Elle m'a qualifié d'incroyablement égoïste et peu solidaire après tout ce que la famille avait soi-disant traversé ensemble. J'ai lu les 3 premières lignes de ses plaintes frénétiques, j'ai souri chaleureusement à l'ironie absolument stupéfiante de ses propres mots et j'ai fermement cliqué sur l'icône de suppression. Elliot et moi avons remonté les fermetures de nos lourds manteaux d'hiver et avons joyeusement chargé nos bagages dans le coffre de la voiture. De gros flocons de neige dérivaient devant les fenêtres vitrées de notre chalet d'Aspen exactement l'après-midi du samedi du mariage d'Elena au club de campagne. Elliot et moi étions confortablement assis dans le bain à remous extérieur entouré de pins givrés, sans aucun concept du calendrier strict qui se déroulait plus bas dans la ville. Nous avons bu du cidre chaud et ignoré complètement le monde extérieur. Cependant, l'inévitable bouche à oreille familiale a livré les détails chaotiques quelques jours plus tard lorsque Clara a appelé pour prendre des nouvelles. Elle a assisté à la cérémonie par pure obligation familiale, mais est partie avant même le début du dîner de réception. Selon sa description frappante, l'événement entier était recouvert d'une épaisse couche de gêne indéniable. Les membres de la famille élargie chuchotaient constamment au sujet de mon absence flagrante à la table d'honneur. Teresa a passé la majeure partie de la soirée à jouer agressivement le rôle de la mère joyeuse tout en esquivant frénétiquement les questions directes concernant notre éloignement. Elena a apparemment fait une petite crise dans la suite nuptiale lorsque le service de restauration coûteux a pris un léger retard. Leur tentative désespérée de projeter publiquement une image de famille parfaite s'est effondrée sous le poids de leur propre drame fabriqué. Les véritables conséquences de leur immense égoïsme se sont matérialisées près de 2 ans plus tard. J'étais assise à mon bureau en train d'examiner un portfolio de design lorsque Clara a transféré une publication hautement dramatique sur les réseaux sociaux. Elena demandait officiellement le divorce. Son mariage avait implosé de façon spectaculaire en un temps record. Son mari a fini par être totalement épuisé par ses demandes financières incessantes et son refus absolu de faire des compromis sur son style de vie somptueux. Il a rapidement réalisé qu'elle se souciait largement plus de maintenir un statut de club de campagne d'élite que de construire un véritable partenariat. Elle avait accumulé des dizaines de milliers de dollars de dettes de cartes de crédit en finançant des vacances de luxe constantes et des garde-robes de créateurs pour maintenir les apparences en ligne. Quand l'argent s'est tari, la relation s'est instantanément brisée. Elena a été forcée d'emballer ses biens coûteux, de vendre son véhicule de luxe à perte et de retourner directement dans le sous-sol de mes parents. Le foyer toxique s'était piégé lui-même avec succès. Teresa a, comme on pouvait s'y attendre, lancé une toute nouvelle campagne de diffamation en ligne, accusant l'ex-mari d'avoir abandonné sa précieuse fille, mais la famille élargie avait finalement cessé de s'engager dans cette éternelle routine de victime. Ralph était maintenant coincé à faire la médiation entre 2 femmes intensément amères dans un environnement familial remarquablement tendu avec absolument aucune voie d'échappement. Je ne ressentais absolument aucune pitié pour aucun d'entre eux. Ils avaient construit leur propre réalité misérable, brique par brique solide. À ce même moment exact, Elliot et moi avons reçu la meilleure nouvelle de toute notre vie. Nous attendions officiellement notre premier enfant. Nous avons gardé la grossesse complètement privée pendant plusieurs mois avant d'organiser une magnifique fête prénatale dans notre jardin à la fin du printemps. Nous avons installé des arches florales et organisé un grand brunch sous le chaud soleil de Denver. Patricia et Arthur rayonnaient de fierté aux côtés de Clara et de nos amis les plus proches. Il n'y avait pas de siège vide et absolument aucun voyage de culpabilité persistant. Mes parents biologiques n'étaient pas sur la liste des invités et ils n'étaient pas du tout au courant de cette étape importante. Une semaine après, les photos de la fête ont naturellement circulé par l'intermédiaire d'amis communs. Un message surprenant est apparu dans ma boîte de réception de courrier électronique de la part de Dean. Il ne demandait pas de service ou n'essayait pas d'excuser le comportement passé de notre mère. Il nous a simplement félicités pour le bébé et a avoué qu'il avait récemment déménagé à l'autre bout du pays pour échapper à la négativité étouffante de la maison de nos parents. Il a admis que vivre avec Elena et Teresa après le divorce lui avait complètement ouvert les yeux sur leur grave manipulation émotionnelle. Il a finalement coupé les ponts avec elle et m'a dit explicitement que j'avais eu tout à fait raison de m'en aller quand je l'avais fait. J'ai répondu à Dean avec un court message, lui souhaitant la meilleure des chances dans son nouveau voyage d'indépendance. Cependant, je ne lui ai pas proposé de reconstruire instantanément notre relation. La confiance se brise facilement et est remarquablement difficile à réparer.
J'ai fermé l'écran de l'ordinateur portable et j'ai marché dans le couloir jusqu'à la chambre de bébé fraîchement peinte où Elliot assemblait soigneusement le berceau en bois. J'ai passé mes bras autour de sa taille et j'ai posé mon menton sur son épaule, le regardant serrer les dernières vis. Nous avions réussi à protéger notre paix et à abriter notre famille grandissante de générations de dysfonctionnements hérités. Il n'y aurait pas de réconciliation dramatique à l'hôpital et pas de réunion de vacances larmoyantes. La lourde porte de mon passé restait solidement fermée à double tour. J'ai choisi de m'entourer strictement de personnes qui respectaient mes limites et célébraient mon bonheur sans conditions cachées. Les couper complètement a été la décision la plus difficile mais la plus profondément gratifiante de ma vie. J'avais enfin la famille qui me soutenait totalement et que j'avais toujours mérité.